bonjour à tous, merci d'être venus. Donc la présentation, c'est sur le dimensionnement des fondations superficielles sous charge sismique. On va aborder trois volets principaux dans cette présentation. D'abord, la spécificité du dimensionnement sismique par rapport au dimensionnement statique. Et on va parler aussi du cadre conventionnel du dimensionnement des fondations sous charge sismique. Puis après, on va parler de la définition de l'action sismique avec prise en compte de l'ISS et notamment le calcul des redeurs, ou bien l'impédance des fondations, qui est l'outil indispensable à cette analyse. Et puis on va finir avec une phase perspective, on va parler des dernières avancées dans le domaine de génie parasismique. Donc d'abord, c'est quoi qui est spécial du dimensionnement sismique par rapport au dimensionnement statique? En statique, la fondation est excitée généralement par une charge verticale où on peut vérifier la stabilité très facilement. Par contre, dans le cas d'un chargement sismique, les bâtiments sont sollicités dans la direction horizontale, comme on voit dans cette vidéo qui a été enregistrée lors du séisme de mars 2011 au Japon. Donc, ce qui va induire sur les fondations des chargements inclinés et excentrés, et on a une perte de stabilité facilement sous ce type de chargement pour les fondations superficielles. Pour donner un ordre de grandeur de ces sollicitations qui s'appliquent aux bâtiments et puis aux fondations, on va regarder sur la carte de zonage sismique de la France qui vient d'être présentée par M. Bard. Donc on voit l'accélération pour des ouvrages courants et pour des ouvrages importants. Donc on peut atteindre des niveaux assez élevés d'accélération. Puis en ajoutant les effets de site pour obtenir l'accélération à la surface de sol, donc en multipliant par un coefficient qui peut varier de 1 pour un sol rocheux à 1,8 pour un sol très mou. L'accélération en surface, elle peut atteindre 2,5 à 3 mètres secondes carrés en France métropolitaine. Et si on fait le même exercice pour la Belgique, en se basant aussi sur la carte, on peut voir que l'accélération elle peut atteindre 2 à 2,5. Donc là, on rejoint la conclusion qu'en Belgique, les accélérations sont inférieures à celles qui sont définies en France. Un autre aspect du comportement sismique, c'est la liquéfaction qui se manifeste par une perte de capacité portante, par surpression interstitielle dans les sols flottants saturés, donc qui causent des dégâts de ce type-là. Donc cet aspect ne va pas être abordé dans cette présentation. Après, la question qui se pose, comment dimensionner une fondation sous charge sismique dans le cadre conventionnel? Donc très semblablement au cas de dimensionnement statique, il faut vérifier 3 états limites de la fondation. Un état limite d'origine, disons, matérielle, qui se manifeste par un défaut de portance dans le sol, et 2 états limites d'origine, disons, géométrique, qui se manifestent par un glissement de la fondation et un renversement de la fondation. D'abord, pour la perte de capacité portante, on vérifie que l'effort vertical induit à la fondation doit être inférieur à un effort maximal qui peut être calculé soit par des méthodes indirectes en utilisant les paramètres, les propriétés de cisaillement du sol, les méthodes CFI, soit à partir de méthodes empiriques en utilisant les résultats d'essais au pressiomètre ou bien d'essais au pénétromètre. Les effets de séisme, ils vont induire une réduction de cette capacité portante maximale sous l'effet d'une certaine inclinaison de la charge qui est induite à la fondation. Cette inclinaison est due au fait que les forces d'inertie qui sont induites dans la structure suite à l'excitation sismique sont horizontales, donc elles sont transmises aux fondations dans cette direction. Par aussi un excentrement de la charge, vu que les forces d'inertie sont appliquées à une certaine hauteur, donc elles sont transmises à la fondation sous forme d'un moment. Et puis, par l'effet des forces d'inertie dans le sol, qui sont des forces induites par le passage de l'onde sismique dans le sol, donc ce qui fait chuter la résistance au cisaillement dans le sol et par suite réduire la capacité portante. Ces effets, en général, sont présentés sous forme de diagramme d'interaction afin de vérifier le torseur d'effort qui est impliqué à la fondation. Donc les diagrammes d'interaction, en fait, ce sont que des enveloppes des efforts, bien de torseurs d'efforts qui peuvent être acceptables. Comment peut-on les obtenir? On peut les obtenir soit par des simulations numériques, disons, complètes, soit à partir de méthodes analytiques, notamment l'analyse cinématique à la rupture.
cette méthode qui a été utilisée par Becker et Salençon pour établir la formule qui a été plus tard codifiée dans le cadre de l'Eurocode 8, partie 5. Cette formule a la forme suivante. Donc, elle vous paraît un peu compliquée, mais elle n'est pas vraiment. Il s'agit en fait d'une enveloppe ou bien d'une surface dans l'espace des efforts NVM, qui sont l'effort vertical, horizontal et le moment induit à la fondation. Donc, elle exprime cette surface ou bien cette enveloppe en fonction de valeur normalisée de ces efforts. Donc, on normalise les efforts par rapport à Nmax, qui n'est que la capacité portante maximale, qui peut être calculée par ces méthodes-là, et une normalisation du moment par rapport à B, qui est la petite dimension de la fondation, fois Nmax, et elle s'exprime en fonction de ces efforts normalisés, d'une liste de paramètres qui dépendent du type de sol, donc ce sont des paramètres numériques pour un sol purement frottant, purement cohérent, purement frottant, et en fonction d'un certain facteur F bar, qui n'est que les forces d'inertie adimensionnées dans le sol, qui dépendent de l'accélération de celui-ci, et qui a deux expressions différentes pour un sol purement cohérent et un sol purement frottant. Donc on fait une petite étude paramétrique sur cette équation. On peut regarder pour un sol frottant l'effet de l'inclinaison de la charge et l'effet des forces d'inertie, et ceci pour différents angles de frottement allant de 10 jusqu'à 40. Donc on voit que l'effet de l'inclinaison est beaucoup plus important que l'effet des forces d'inertie. On voit là que plus l'angle de frottement est important, moins les deux effets sont. Et le même exercice pour un sol cohérent, donc on voit l'effet de l'inclinaison, l'effet des forces d'inertie, en fonction de la cohésion. Donc plus on a de cohésion, moins on a d'effet qui peut s'annuler à un certain moment. Et ce qu'on peut remarquer dans ce cas-là, c'est que l'effet des forces d'inertie est beaucoup plus important pour les sols flottants que pour les sols cohérents. Et en se basant sur ça, il y a plusieurs normes, plusieurs références qui permettent d'omettre l'effet des forces d'inertie dans le cas d'un sol cohérent, mais à condition d'avoir une marge de sécurité assez suffisante. Les deux, à part la perte de capacité portante ou bien la stabilité par perte de capacité portante, il faut vérifier que la fondation n'atteint pas des états limites ou bien ne perd pas la stabilité géométrique qui se manifeste par deux états limites. Un état de glissement où on vérifie l'effort horizontal induit à la fondation par rapport à l'effort vertical en fonction de l'angle de frottement à l'interface entre le sol et la fondation. Et un état limite de renversement où on vérifie que l'excentricité, le rapport de l'excentricité, qui est B sur N, sur B reste inférieur à un certain seuil, qui peut varier selon les états limites auxquels on s'intéresse. Typiquement, on a la valeur 1 sur 15. Donc, afin de voir la formule de l'Eurocode 8 plus clairement, on s'intéresse à ces projections dans les plans des efforts normalisés. Donc on voit la projection pour deux accélérations différentes afin de tenir compte des effets de force d'inertie. Donc on voit dans l'espace ou bien le plan des efforts VM, on voit dans NM et dans NV pour deux accélérations. Donc on voit l'effet de l'excentrement, l'effet de l'inclinaison, on voit l'effet des forces d'inertie qui fait réduire la capacité portante également. Donc cet exemple a été fait pour un phi égale 30 et pour une fondation ayant une base de 2 mètres de largeur. Et en ajoutant les critères de glissement, on peut voir, on les ajoute assez court, donc on voit dans l'espace VM, dans l'espace NM et dans l'espace NV, on voit les deux critères en orange et vert respectivement. Donc on voit que dans la plupart des cas, ces critères ne sont pas assez dimensionnants, donc c'est vraiment la capacité portante qui est plus importante que les deux autres. Après avoir vu les formules qu'on utilise pour la justification, bien la vérification des fondations sous charge sismique, on a constaté que les formules ont besoin d'une variable d'entrée qui est le torseur d'effort induit à la fondation.
Donc pour calculer ces efforts, on peut partir d'une analyse en supposant que la structure est à base encastrée, donc sans effet d'interaction sol-structure, ou bien on a le choix de prendre les effets d'interaction sol-structure. Et quand on parle d'interaction sol-structure, on met en jeu deux mécanismes différents. Un mécanisme qu'on appelle interaction cinématique, qui est lié au contraste de rigidité entre la structure et le sol. Donc la structure qui est plus rigide que le sol ne peut pas encaisser ne peut pas suivre tout le déplacement qui est imposé par le sol en champ libre, ce qui va induire des efforts additionnels à cette fondation. Donc cette interaction, bien ce mécanisme d'interaction, il est considéré en général pour les fondations ou bien les structures encastrées, et sa prise en compte permet de modifier le signal sismique d'entrée en présence de l'ouvrage. L'autre mécanisme de l'interaction sol-structure, c'est l'interaction inertielle, qui est liée aux forces d'inertie dans la structure. Donc la structure, sous l'effet de l'excitation sismique, se met à vibrer et devient en elle-même une source de vibration. La prise en compte de cette interaction permet d'affiner le torseur sismique qui est appliqué à la fondation. Donc en gros, si on a un ouvrage à concevoir, une structure supportée par un sol, on a le choix d'utiliser une analyse sans interaction sol-structure ou bien une analyse avec interaction sol-structure. Donc en passant de ce cas à ce cas, on a ajouté de la souplesse au système, ce qui va allonger sa période propre, et par suite, il va modifier le torseur qui est induit à la fondation. Généralement, la modification de ce torseur d'effort induit est bénéfique au dimensionnement, donc on peut le voir sur le spectre de réponse. D'habitude, on conçoit les structures pour qu'elles soient situées sur le plateau ou bien sur la branche descendante du spectre. Donc en allongeant de la période, on voit clairement que la sollicitation de calcul ou bien la pseudo-accélération va diminuer, ce qui va diminuer ce torseur d'effort qui est induit à la fondation. Et pour voir ça plus concrètement, on prend un exemple de la réponse sismique d'une pile de pont qui supporte un tablier de 2000 tonnes de masse et qui est appuyé sur une fondation circulaire qui repose sur un sol sableux supposé de classe C, et une zone de sismicité est située en zone de sismicité numéro 4 en France. Donc, en appliquant sur le spectre, on voit que sans accélération sur la structure, donc en supposant que la structure est à base encastrée, on obtient une période propre de 0,5 secondes qui correspond à une pseudo-accélération de 5,6 mètres secondes carrés, et ce qui va induire un moment maximal à la base qui est de l'ordre de 110 méganewtons-mètres. En vérifiant la stabilité en renversement, on trouve que la structure n'est pas stable. Par contre, en prenant en compte l'interaction sol-structure, donc en tenant compte de la souplesse de la fondation, suivant ses propriétés, on trouve qu'on passe à une pseudo-accélération de 2,8, et le moment maximal, il est à peu près divisé par 2, et dans ce cas-là, on assure la stabilité au renversement. Donc on voit que dans ce cas-là, par exemple, la prise en compte de l'ISS a fait passer l'état de vérification de l'ouvrage d'instable à stable. Mais pour pouvoir bénéficier de ces effets, il faut calculer les raideurs du sol à mettre dans le modèle. Donc typiquement, pour les analyses courantes, on s'intéresse à une rigidité ou bien une raideur en translation verticale, une raideur en translation horizontale et une raideur en rotation. Et pour calculer ces raideurs, plusieurs approches sont disponibles. On peut partir sur une approche pseudo-statique ou bien une approche dynamique. Et là, on commence à parler de fonction d'impédance, qu'on va voir tout à l'heure. Et pour les deux approches, on peut résoudre le problème par des solutions analytiques, des solutions numériques ou bien des méthodes hybrides qui combinent les deux. Donc d'abord les solutions pseudo-statiques, qui sont des solutions en général basées sur la théorie d'élasticité. Donc on cherche à résoudre le problème d'une fondation généralement circulaire sur un sol massif de sol homogène. Et dans le sol, on met des propriétés dites dynamiques qui sont réellement des propriétés du sol à faible déformation. Et on cherche
à trouver les valeurs des raideurs qui représentent bien la réponse du massif. On cherche des expressions analytiques pour ces raideurs. Donc dans la littérature en général, on trouve dans les manuels de fondation les formules pour des fondations circulaires sous cette forme-là. Et elles sont en général adaptées au cas général des fondations rectangulaires qu'on trouve plus souvent, sous forme d'un coefficient, d'un facteur multiplicateur CF qui dépend de facteurs de forme de la fondation, des coefficients K1, K2, K qui sont en fonction du terme de raideur qu'on considère. Une autre option pour le calcul de raideur, c'est les solutions numériques, où dans ce cas-là, on modélise directement le massif de sol sous la fondation, par la méthode élément fini ou autre méthode qu'on juge convenable. Et on fait une fondation, on peut modéliser une fondation de géométrie quelconque et on applique plusieurs sollicitations sur la fondation et on cherche à partir de la réponse de la fondation à calculer les raideurs. Donc l'avantage là, c'est de modéliser des fondations peut-être de rigidité quelconque ou bien des fondations de forme quelconque. Et comme les solutions analytiques, on met dans le sol des propriétés dites dynamiques. Ou bien le troisième choix qu'on peut avoir, c'est les méthodes hybrides. Donc là, on donne l'exemple du modèle TASP-TAC. Donc dans ce modèle, on couple une discrétisation numérique de la fondation à des solutions analytiques utilisées dans le sol, un modèle analytique pour le sol. L'avantage de ces modèles par rapport aux modèles numériques est qu'on est obligé de mailler que la fondation, bien l'emprise de la fondation, ce qui permet de prendre en compte de la souplesse de la fondation, tenir compte de la souplesse de la fondation et prendre en compte des fondations de forme quelconque. Et dans le sol, on peut prendre un sol multicouche. Donc là, c'était les méthodes pseudostatiques qui négligent l'effet dynamique. Mais en dynamique, en réel, on a des effets fréquentiels qui vont apparaître. Donc les effets fréquentiels, ce sont la modification de la raideur en fonction de la fréquence ou bien la pulsation de la sollicitation qui est appliquée. Donc on a principalement un effet de la masse du sol, et le plus important et l'effet qui est exclusivement bénéfique pour le dimensionnement, c'est l'effet de l'amortissement qui se présente ou bien qui se manifeste par une dissipation de l'énergie, dissipation effective de l'énergie due à un amortissement matériel qui est causé par les propriétés dissipatives du sol, et une dissipation apparente de l'énergie qui est due à l'amortissement radiatif, qui est dû à la nature infinie du sol, qui va dissiper les ondes transmises, les ondes qui sont induites par la structure sur la fondation et transmises après du sol, donc elles vont être dissipées à l'infini. Donc, afin de tenir compte de ces effets, on va remplacer la fondation par un modèle analogique, cette fois-ci plus complexe. Donc, il s'agit cette fois-ci d'un ressort et d'un amortisseur. Donc on a une fondation qui est appliquée sur un sol et soumise à une sollicitation. On va remplacer le sol sous-jacent par un ressort de raideur K qui dépend de la pulsation, de la sollicitation, et un amortisseur de constante C qui dépend, dont la constante aussi dépend de la pulsation, de la sollicitation. Et donc dans ce cas-là, en fait, la relation entre la force et le déplacement de la fondation, c'est une fonction complexe dont la partie réelle est égale à la raideur du ressort, et la partie imaginaire dépend de la constante d'amortissement, et les deux dépendent de la pulsation. Donc c'est pour ça qu'on parle de fonction d'impédance. Et ces fonctions sont généralement obtenues à partir de solutions analytiques ou bien à partir de modèles hybrides. Les solutions analytiques, en général, elles sont données et donnent la fonction d'impédance sous forme d'une pondération appliquée à la raideur obtenue dans les méthodes pseudostatiques. Et ces pondérations, elles sont données en fonction d'une certaine fréquence adimensionnée à zéro qui dépend de la pulsation de la sollicitation et des propriétés du sol et de la fondation. Donc on voit les courbes là pour un mode
de translation verticale pour la raideur et l'amortissement. Également pour un mode horizontal, on voit que l'effet est presque, disons, pas négligeable, mais il n'est pas si important que les autres. Et pour un mode de rotation, ou bien le mode de balancement. Ou bien on peut utiliser les solutions hybrides. Donc, ce qui est par exemple la méthode de sous-structuration, qui est la méthode équivalente à tasse-plaque, mais en dynamique. Donc, dans cette méthode, on couple un maillage, une discrétisation numérique de l'emprise de la structure et de la fondation, et ainsi d'un maillage d'un éventuel champ proche, on peut modéliser des non-linéarités, à une solution analytique de propagation des ondes dans un champ lointain. Donc cette méthode est utilisée dans de nombreux logiciels. Je cite le logiciel SASI qui est utilisé à l'Université de Californie, Berkeley, et MIS 3D qui est utilisé à l'École centrale Paris. Donc jusqu'à maintenant, on a vu comment dimensionner une fondation sous charge sismique en fonction suivant les normes, comment calculer la torsion d'effort. Donc là, on va avancer sur la dernière partie de la présentation, qui est les quelques dernières avancées dans le domaine de génie parasismique. Donc d'abord, on va parler de l'approche performantielle, ou bien l'approche qui est connue sous son nom anglais, plutôt de son nom anglais, Performance-Based Design. Donc, suivant cette approche, on ne vérifie pas que la fondation ou bien la structure soit stable, disons, vérifie un état d'instabilité par des efforts, mais plutôt on conçoit notre structure et par suite la fondation pour qu'elle réponde à un ensemble d'exigences prédéfinies. En général, ces exigences sont basées sur un critère fondamental qui est le non-effondrement, donc la protection des vies humaines, qui est la première question. Et les exigences on exige à la structure de répondre à un certain ensemble d'exigences qui sont exprimées en général par des seuils de déplacement. Donc je donne là l'exemple pour des fondations, donc des critères qui ont été proposés par Pender en 2014 et des critères qui sont inspirés par la NF 261 pour les fondations superficielles. Donc on peut par exemple exiger que le déplacement horizontal résiduel sous séisme soit inférieur au déplacement vertical résiduel sous séisme, donc un des critères. On peut exiger par exemple que le déplacement vertical soit de l'ordre de 5 cm pour les ouvrages tournants. On peut par exemple exiger que le déplacement vertical final sous séisme ne dépasse pas la moitié du tassement statique déjà engendré par la fondation. On peut par exemple exiger que la distorsion soit inférieure à un certain seuil, par exemple 1/50. Et une autre disons, exigence ou bien une autre base de cette méthode. Donc on a dit qu'on exige le non-effondrement de la structure, mais on n'empêche pas d'avoir certains dommages dans la structure. Donc on donne couramment l'exemple d'une chaîne qui est soumise à une traction sur ses deux côtés. Donc si on fait une chaîne dont ses maillons sont tous identiques, on ne sait pas où la rupture va se produire. Par contre, si on fait un maillon qui est plus faible que les autres, donc dans ce cas-là, on sait où est-ce qu'on va produire la rupture et du coup, on contrôle l'état endommagé de cette chaîne. Et cette approche est en général appliquée pour les structures, donc on force les rotules plastiques à des endroits spécifiques afin de dissiper l'énergie, mais en s'assurant que la structure reste stable, même avec ces rotules. Une deuxième avancée, c'est la prise en compte des effets non linéaires du LSS. On a vu dans la prise en compte de l'LSS, dans la deuxième partie, et dans le calcul des raideurs, qu'on suppose toujours que le système reste linéaire élastique. Mais en réalité, ceci ne peut être pas toujours vrai, parce qu'en réalité, les sollicitations sismiques peuvent être de niveau assez élevé, donc elles vont induire éventuellement une plastification du sol, elles peuvent induire un glissement de la fondation, elles peuvent induire un basculement de la fondation. Donc je vous présente un cas qui a été traité sur un bâtiment nucléaire d'EDF, qui a les dimensions suivantes, donc 54-23, et qui repose sur un sol de ce type.
Et il va être dimensionné sous des accélérations qui peuvent aller jusqu'à 0,4 G. Donc dans ce cas-là, on essaie d'étudier le bâtiment à base fixe, donc sans prise en compte de l'interaction sol-structure, puis on introduit l'interaction sol-structure en linéaire, puis après on commence à introduire des non-linéarités peu à peu. Donc on introduit premièrement un mécanisme de glissement, puis après on introduit un mécanisme de perte de portance, auquel on ajoute après une fonction d'écrouissage afin de modéliser une partie non linéaire. Et on s'intéresse à chaque fois à la variation de l'effort horizontal à la fondation et sans doute à la valeur maximale de cet effort et au déplacement horizontal de la fondation, donc à la variation temporelle et à la valeur finale et à la variation temporelle de déplacement vertical sous séisme et sa valeur finale. Donc on commence... donc là cette partie a dû changer un peu des diapos que vous avez. On commence par l'effort horizontal maximal en base encastrée. Donc on a un effort de l'ordre de 100 MN qui est induit à la fondation et on calcule les facteurs de sécurité au glissement et à la portance sous différents cas. Donc on voit que les facteurs sont bien inférieurs à 1 pour le cas d'une base encastrée, donc le bâtiment est jugé pas stable. Et bien sûr on n'a pas de déplacement parce que la base est encastrée. Puis en introduisant une interaction sol-structure, en prenant en compte l'interaction sol-structure linéaire, on voit que l'effort horizontal, la valeur de l'effort horizontal maximal diminue jusqu'à une valeur de l'ordre de 70 et une augmentation des facteurs de sécurité. Et toujours on n'a pas de déplacement parce que le comportement est linéaire, donc dès qu'on finit l'excitation, on revient à 0 pour le déplacement. Puis en introduisant un glissement, on voit une réduction davantage de l'effort horizontal par filtrage à l'interface entre le sol et la fondation. Et on observe dans ce cas-là que le facteur de sécurité au glissement est égal à 1 vu de l'atteinte du critère. Et on observe aussi des déplacements horizontaux résiduels de l'ordre de 2 mm. Et pas de déplacement vertical. Puis en appliquant, ou bien en ajoutant un coefficient, ou bien un facteur de portance, on observe que le coefficient de sécurité à la portance devient égal à 1 et une apparition de déplacement résiduel vertical de l'ordre de 1 mm qu'on voit sur la courbe. Et puis en couplant les deux mécanismes de portance et de glissement, on observe que les deux facteurs de sécurité atteignent 1 et un déplacement dans les deux directions, donc de l'ordre de 0,25 et 0,20 cm. Et puis finalement, en ajoutant une fonction d'écrouissage à la portance, on observe que les deux facteurs de sécurité dépassent 1 dans ce cas-là, donc on peut juger que l'ouvrage peut être stable, une chute de l'effort horizontal et une accumulation de déplacements résiduels. Donc on voit en fait qu'en prenant en compte les non-linéarités, on trouve des effets bénéfiques, mais il faut bien sûr concevoir le projet pour qu'il soit capable de supporter ce niveau de déplacement qui est estimé d'être engendré après le séisme. Sur ce, je vous remercie de votre attention.